Messieurs, nous avons une chance incroyable. Nous avons évité un renversement total de tous les principes de la Révolution américaine, la destruction complète de la Constitution, du rêve américain, la fermeture, je ne peux pas le dire autrement, d'une expérience d'individualisme absolument unique. Je ne peux pas dire si cela aurait duré un jour de plus ou une année de plus. Mais si en 2024 le pouvoir était resté entre les mains des bandits, eh bien comparé à ceux qui probablement gouvernaient avec les bandits, bien sûr, c'est une insulte pour les bandits. Alors nous aurions probablement dit adieu aux quelques libertés qui nous restent, celles qui distinguent encore les États-Unis du Venezuela, de la Chine, de la Corée du Nord et des autres pays similaires. Mais reprenons quand même dans l'ordre. Au fait, j'ai une grande demande, la suite et Sa Majesté. L'algorithme vous a demandé d'appuyer tout de suite sur la cloche, et je me joins à cette demande. Si vous voulez recevoir à temps du contenu génial comme on dit aujourd'hui, alors abonnez-vous et faites-moi personnellement cette faveur. Appuyez ou frappez la cloche au moins une fois. Ensuite, sûrement trouver dans les commentaires, ou plutôt dans la description, mon livre. Il est en russe et totalement gratuit. Téléchargez-le. Bientôt, je mettrai un autre livre à moi, un roman d'aventure. Mais pour ainsi dire, alors cela disparaîtra. Voici la première chose. Ok, maintenant revenons à nos fascistes. Révolutionnaires régressifs déguisés en agneaux. Le nouveau lanceur d'alerte de l'affaire du poseur de bombes artisanales s'adresse à Thomas Messi. Nous n'avons qu'un extrait des 11 pages de révélations qui lui ont été remises. Et il dit que si nous rassemblons toutes ces différentes nouvelles histoires, y compris ses propres interrogatoires de témoins, Thomas Messi, alors qu'il siège au Congrès, pose des questions au directeur FBI Wray et à d'autres. Le reportage de Steve Baker et son équipe sur The Blaze dans ce rapport. Kerkhoff, le soi-disant saboteur du 6 janvier, était peut-être juste un stagiaire. Une personne qui faisait des exercices le 5 janvier ignorait les événements du 6 janvier et se promenait peut-être avec l'accord total de la police du Capitole. Nous ne savons pas, nous avons simplement des questions à ce sujet. Et c'est la meilleure théorie que notre gouvernement ait avancée. Notre gouvernement, quel qu'il soit, reste totalement silencieux sur ce sujet. Il s'agit d'années d'enquête menées pourtant par les démocrates, comme, selon les rumeurs, l'enquête sur l'assassinat de Kennedy était dirigée par l'homme même qui aurait organisé ce meurtre. Ils ont offert une récompense complète. Ils ont annoncé une récompense complète a été annoncée, et de manière extrêmement incompétente. Oui, c'est l'un ou l'autre. L'affaire de la bombe artisanale demande des explications de Kash Patel, qui reste silencieux et évoque aujourd'hui le fentanyl. Voici ce que mentionne le document de l'informateur. L'honorable Thomas Messi l'a reçu au Congrès. Il est indiqué « Ceci est une divulgation protégée d'informations aux membres du FBI et au Congrès des États-Unis sur de graves violations de l'agence envoyées à Messi le 10 novembre 2025. » Je pense qu'il s'agit d'un agent actuel du FBI car il est mentionné divulgation d'informations à des membres du FBI, pas à un ancien agent. Chers membres du Congrès Messi, conformément à la loi, acceptez cette divulgation protégée d'informations de cette personne et agence sur de graves actes répréhensibles du FBI. Cette personne occupant ce poste estime qu'il y a eu une grave violation et ou une fraude dans l'affaire de l'attaque contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier et fournit ces informations pour le démontrer. Lorsque les agents du FBI se sont approchés du suspect identifié comme poseur de bombes, il a été ordonné à l'équipe de surveillance du FBI de stopper l'enquête. On leur a refusé l'autorisation de mener ne serait-ce qu'un seul entretien logique. Ils ont été immédiatement retirés de la surveillance et affectés à des tâches générales basées sur des pistes. C'est-à-dire qu'au moment où les enquêteurs du FBI ont informé leur hiérarchie qu'ils avaient une suspecte, en l'occurrence moi, et qu'ils étaient prêts à l'interroger, ils ont été transférés sur une autre enquête. Et cela confirme ce que Kyle Serafin a déclaré à The Blaze, ce qu'ils ont publié dans leur article.
Mais voici un rappel de ce qu'a dit The Blaze. Cette femme, elle s'appelle Shani Kerkov et au moment de cet incident, elle était fonctionnaire. Et selon tous les rapports dont nous disposons, elle est toujours fonctionnaire. Nous nous interrogeons sur le gouvernement et l'exécution de ses devoirs. Je comprends la réticence à poursuivre une personne privée ou autre. C'est une accusation grave, tout le monde est nerveux. Personne ne veut être accusé de diffamation ou similaire. Mais elle travaille pour le gouvernement et les agences doivent répondre aux accusations qu'elles ont elles-mêmes provoquées en demandant de l'aide au public. Je veux que cela reste dans vos esprits. Le FBI publie une annonce disant qu'il versera un demi-million de dollars à quiconque aidera d'une manière ou d'une autre à retrouver la personne qui a posé les bombes. Les enquêteurs du FBI, ce même FBI, informent leur direction. Nous l'avons trouvée. Nous pensons qu'elle travaille dans la police. À suivre, amenons-la d'urgence pour l'interroger. Mais leur direction les transfère sur une autre enquête. Ils ont enquêté, mais la policière n'est pas interrogée. Mais si, elle quitte la police et rejoint la CIA. Je trouve ça formidable. Alors, ici, ils écrivent « Shani Kerdé, elle n'a rien nié. Encore une fois, nous ne l'accusons pas d'actes répréhensibles. Peut-être suivait-elle des ordres. L'algorithme du logiciel analyse les portails. Voici aussi des informations de Kyle Serafin et une partie du rapport. Proche du suspect dans l'attentat, le FBI n'a pas résolu l'affaire après près de 5 ans d'enquête. Après avoir effacé les données du téléphone puis cessé d'enquêter, ils ont affirmé progresser. Après que The Blaze en ait parlé, ils ont déclaré, selon des sources du renseignement, que le FBI se trouvait à seulement quelques mètres de l'adresse de Falls Church où se trouvait le suspect de fabrication de bombes artisanales. Après le 6 janvier, selon cette enquête. Kyle Serafin, ex-agent du FBI, a réalisé vendredi avant la publication de l'article qu'il avait déjà surveillé la femme aujourd'hui soupçonnée d'avoir fabriqué une bombe artisanale. D'accord, donc Daily Wire, Julie Kelly. Ils sont allés, ils ont parlé à ses voisins, pas à celui qui a posé la bombe, mais aux gens. Le FBI nous a placés à une porte du suspect de pose de bombe pendant plusieurs jours après le 6 janvier, puis ils nous ont délibérément retirés sans aucune raison logique ou justifiée. Tout cela montre qu'ils étaient impliqués dans la dissimulation dès le début. Serafin a dit qu'ils étaient impliqués et qu'il irait simplement leur parler en frappant à la porte. À la porte de l'employé civil de l'États-Unis Air Force, dont l'adresse était liée au véhicule qui a récupéré le suspect de la bombe. À cet endroit, la demande de Serafin pour une rencontre directe a été refusée et ils ont été écartés du dossier. Depuis 2021, Serafin diffuse publiquement ces informations. Il a dit « J'ai une réaction personnelle à cela, qui est une confirmation totale de tout ce que j'ai dit. Nous avions raison. Comment l'ont-ils retrouvé? Le FBI avait alors lié une carte Smart Trip du métro de Washington, utilisée par le suspect pour poser la bombe artisanale à un voisin civil travaillant pour l'armée de l'air. Ils ont déterminé que, bien que l'homme ait acheté la carte, il ne l'avait pas utilisée. Le suspect aurait utilisé la carte pour aller de Washington à Falls Church après avoir posé les bombes artisanales. Un civil de l'États-Unis Air Force avait acheté la carte un an avant. Nous cherchons à comprendre l'origine et le trajet de la carte. Le FBI surveille le bâtiment et analyse la démarche. Il confirme, oui, c'est elle, et elle a tiré des projectiles au visage de personnes. Comment? Comment pouvait-on ne pas la trouver? Seulement si quelqu'un très haut placé au FBI, ou même plus haut que le FBI, surveillait l'enquête, comme on dit, gardait la main sur le dossier et protégeait la responsable pour qu'on ne la découvre pas. Pour moi, cela signifie que le quartier général de l'organisation de la provocation du 6 janvier, d'ailleurs une opération complexe et très multiforme, n'a pas été dissous après la fin de l'opération, mais a continué à fonctionner pour brouiller les pistes et organiser de nouvelles provocations. J'imagine une certaine organisation quelque part en Amérique, à Washington ou pas à Washington, en fait, dans un endroit complètement différent, dans une maison grise, avec un nom qui ne veut rien dire. Là-bas, il y a des gens qui obéissent à quelqu'un. Celui qui donne les ordres ne le fait pas dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt, disons, d'un parti, d'une idéologie, ou peut-être dans des intérêts personnels. Et ces gens-là, aujourd'hui, élaborent le chantage contre le sénateur et demain le suicide du candidat à la mairie. Et parallèlement, ils créent des légendes pour ceux qui, comme des marionnettes, agiront après avoir été élus au conseil local ou au congrès d'un certain État. En même temps, là-bas,
Peut-être que l'enfant d'un homme d'affaires récalcitrant fera une overdose ou que le fils d'un autre se jettera par la fenêtre. Et peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul de ces centres, peut-être qu'il y en a beaucoup. Voilà, pour ne pas tout risquer, n'est-ce pas? Il peut y avoir plusieurs de ces centres, et tous reçoivent de l'argent provenant de nos impôts, à vous et à moi, pour lutter de toute leur force contre nous. Avant que ce fil ne commence à se dérouler, j'aurais dit que ces histoires que je raconte sont à la limite, voire au-delà de la réalité. Aujourd'hui, dit-il, c'est déjà clair que c'est exactement cela. Aujourd'hui, il est déjà clair que c'est exactement ce qui se passait, au moins depuis l'époque d'Obama, et peut-être même avant. Ce matin, j'ai parlé avec une personne que l'on considère comme la troisième partie impliquée dans l'enquête initiale sur l'affaire de la bombe artisanale du 6 janvier. Je ne vais pas nommer cette personne afin de protéger sa confidentialité, car elle n'a appris que ce matin par moi qu'elle était surveillée par le FBI. Il a laissé la personne 2 utiliser sa carte de métro pour aller à l'événement Stopper le vol à Washington. La personne numéro 2 qui devait utiliser la carte selon le rapport du Congrès a été vue par les caméras le matin du 5 janvier en photographiant une benne à ordures près du lieu où des bombes artisanales ont été posées. Ce type agit comme s'il constituait un album photo de bennes. Après le 6 janvier, le FBI a analysé les déplacements de cette personne. Pourquoi photographier ces bennes à ordures ici? Ils ont dit, ce type est très suspect. C'est-à-dire non? Non seulement une policière déguisée qui donc a placé des bombes à différents endroits, mais quelqu'un d'autre est venu à l'avance pour chercher un endroit, afin qu'on le trouve à coup sûr. Et si ça explosait, que ce soit bruyant et plein de débris, ou peut-être que ça n'avait même pas besoin d'exploser, nous allons en parler encore maintenant. Donc l'idée était d'attirer beaucoup d'attention et sur cette base, de détourner la police du Capitole en réduisant la barrière entre les manifestants et le bâtiment du Congrès. Pourquoi cela a-t-il été fait? Y a-t-il une autre raison? Ceci n'est qu'une petite partie. Je raconterai une autre version à la fin. Donc, nous avons eu de la chance, quelle chance nous avons eu que Donald Trump ait été élu, malgré toute leur préparation minutieuse, excellente, bien pensée et menée à bien. Et ils considérèrent la deuxième personne, qui, comme vous le savez, est l'ami du voisin, comme un complice potentiel du saboteur. La deuxième et la troisième personne ont été surveillées physiquement. C'est peut-être l'équipe de Séraphin. Le numéro 2 a expliqué aux enquêteurs qu'il prenait des photos parce qu'il aimait ça. Je suis allé à Washington, district de Columbia, pour un événement sur le premier amendement au Capitole le 5 janvier. Dans la journée, en tant que personne numéro 2, j'ai photographié des objets numérotés, comme des portes et des poubelles. Et j'avais l'intention d'utiliser ces photos dans le livre que j'écris. C'est comme, bon, d'accord. Les deux hommes sont exclus des suspects. L'acheteur du billet, celui qui l'a offert à son ami et l'utilisateur du billet. Tous ont été innocentés. Les deux hommes ont été retirés de la liste des suspects fin janvier 2021. Maintenant, la personne numéro 3 est un homme de 66 ans qui travaille actuellement à la British Broadcasting Corporation. Voici ce qu'il m'a raconté à propos de l'utilisation de sa carte de métro par son ami. Donc, la personne numéro 3, c'est un voisin qui habite juste à côté de Chennai. Kerkhoff, la personne numéro 3 s'exprime dans sa déclaration. Eh bien, j'ai un ami qui est venu à la manifestation Stop au vol le 6 janvier. Il vit dans un autre état, je le connais depuis 1969, nous avons fréquenté la même école et collège. À ma connaissance, il n'est impliqué dans rien d'illégal ou d'immoral. Il est un peu comme un évangéliste, un enseignant religieux qui parcourt le monde entier en prêchant l'évangile. Mais il est très républicain, très pro-Trump. Il doit avoir environ 67 ans. Il avait probablement 63 ans le 6 janvier. Il est arrivé un jour ou deux avant la date du 6 janvier et je l'ai emmené en métro. Il est resté chez moi. Je l'ai emmené en métro et lui ai donné ma carte, car j'en ai une en trop. J'en utilise une pour le métro chaque jour et l'autre pour un usage personnel. Pendant la pandémie, je travaillais toujours à la maison. Il était au centre-ville le 5 et le 6 janvier. Je sais qu'il tenait un journal pour cet événement et qu'il postait sur Facebook pour raconter à tous les activités qui s'y déroulèrent. Je crois qu'au 7 janvier, je l'ai emmené à Dallas pour son vol. Il est revenu pour l'inauguration cette année et je l'ai encore hébergé chez moi. Cela concerne maintenant mon ami d'enfance, connu depuis l'école primaire. Il dit « J'habite à côté de cette personne qui serait identifiée comme celle qui a posé la bombe. D'après tout ce que j'ai entendu, j'habite dans cette maison à Falls Church, en Virginie, depuis 2003. En 2021, ils ont déménagé. Elle, c'est Shani et Gentleman, son petit ami. Je ne les connaissais que de vue, croisés dans la rue. Je ne suis jamais allé chez eux, donc je n'ai aucune idée de leurs opinions politiques, sous quelque forme que ce soit. C'est un voisin. Maintenant, on m'a contacté et j'ai regardé dans le journal et quand la photo de cette personne présumée est apparue, j'ai dit « Oui, ça lui ressemble ».
Ce voisin, oui, le journal. Il s'avère que la poseuse de la bombe ressemble à votre voisine. Il confirme, oui, c'est elle. Parce que je pense que les gens ne vous connaissent pas personnellement, mais moi, j'ai ça. Je pense qu'intérieurement, vous pouvez voir et reconnaître la démarche de vos amis et de votre famille comme une empreinte digitale. C'est ainsi que vous pouvez savoir si vous connaissez votre ami ou quelqu'un d'autre. Lors d'un match sportif dans la rue, toutes les coupes de cheveux se ressemblent, mais c'est la façon dont il bouge. Je vais le rejoindre là-bas. Il remarque que cette femme va et vient souvent et dit « Oui, c'est une bonne coïncidence, tu as raison. » Tout ce que je peux dire, c'est que deux personnes que je connais sont impliquées là-dedans. Mon ami, avec qui j'ai étudié à l'école et au collège, m'a demandé de rester chez moi durant le rassemblement du 6 janvier. Mais en ce qui concerne cette femme, cette policière, la femme du Capitole, à part le fait qu'elle est ma voisine, je n'ai aucun lien avec elle, sous quelque forme que ce soit. Ils travaillent dans la police. C'est tout ce que je sais du métro. Ils ne sont là que depuis peu. Ce sont juste mes voisins. Elle affirme qu'elle en dira plus bientôt et qu'elle n'est pas d'accord avec The Blaze, Séraphin, ni Julie Cayley. Elle affirme que ce récit est simple et très sincère. Il évoquait ce qui s'est passé, c'est pourquoi l'observation a cessé. La divergence, c'est que Kyle Séraphine affirme « On nous a enlevé de la surveillance car trop proche de Chaney ». Séraphine dit « Je veux aller parler à ces gars qui, selon nous, ont utilisé la carte que nous avons tracée jusqu'à cet endroit. » Le FBI répond « Non, nous sommes déjà venus et avons parlé à ces gars, on vous rappelle. » Je pense qu'une explication plausible pourrait aussi être que si Séraphine était allée parler à ces personnes, cela aurait confirmé qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait avec la bombe artisanale ou quoi que ce soit d'autre. Cela aurait pu susciter davantage de questions sur leur arrivée et éveiller la curiosité des voisins. Et cela aurait en fait ouvert la porte à encore plus de questions, et non à moins de questions. Donc ils ont pu être écartés parce que c'était une impasse, ou parce qu'ils étaient trop proches. S'ils avaient parlé à ces personnes, la réponse aurait pu être « Il y a un problème ici. Vous avez la carte, nous sommes ici pour enquêter sur celle du métro. » Où est-elle? Votre ami là? Qui est-ce? Où sont-ils? D'accord, peut-être l'ont-ils eu, ils ont dit l'avoir perdu, jeté ou qu'il était mort. Que s'est-il passé? Pouvez-vous nous le montrer? Il n'y a pas de question, aucune interaction physique. Vous êtes écarté de cela et maintenant vous protégez. Oui, ils enquêtent dans l'enveloppe, ils s'en approchent, mais pas tout à fait. C'est comme chaud, presque brûlant. Vous avez été retiré de l'affaire, nous devons vous envoyer ailleurs. Eh bien... Une personne a acheté un abonnement de transport et l'a ensuite donné à son ami venu le voir. L'invité était reparti et c'est la voisine qui habite juste derrière le mur et qui travaille à la police qui a utilisé l'abonnement. Celle qui, vêtue d'un uniforme de camouflage, est allée au centre-ville, là où tout cela se passe, a laissé 2 bombes près des poubelles. La veille, c'est l'ami parti qui avait pris en photo les fûts. Ce ne sont pas ces bombes. Et le FBI a ordonné à ses enquêteurs de ne plus interroger personne, parce que là-bas, eh bien, sur cette piste, il n'y a rien. Alors, quelles nouvelles informations avons-nous sur le poseur de bombes du 6 janvier et pourquoi la partie concernant le poseur de bombes est-elle si importante? Pour démêler toute la conspiration, toute l'insurrection fédérale qui a eu lieu ce jour-là, alors, pour nous présenter ces nouvelles informations, nous avons avec nous le fondateur de Just the News, un ami de notre émission, John Solomon. C'est un journaliste d'investigation exceptionnel, tout simplement une personne très fiable. John, ravi de te voir et merci de nous rejoindre. Heureux d'être avec vous, Liz. Vous avez raison. Si nous réglons ces 2 points, toute l'affaire sera résolue. Oui, et j'y pense souvent, John, surtout quand le Congrès organise des procédures complexes comme des auditions, enquêtes ou commissions spéciales. Je suis ce genre de personne. Trouver qui a posé la bombe et construit la potence. Et tu économiseras probablement 10 millions de dollars, ou plutôt, John, tu leur fais économiser des millions, des dizaines de millions de dollars aux contribuables, parce que c'est toi qui fais vraiment tout le travail en démêlant toute cette histoire. Raconte-nous la version originale du FBI sur la bombe. On nous a dit qu'elle avait été posée le 5 janvier, elle a été retrouvée le 6 janvier. Une coïncidence littéralement quelques instants avant la première intrusion, le Capitole. Mais vous avez maintenant accès à des informations qui indiquent que ce récit initial des forces de l'ordre n'est pas exact. Oui, eh bien, écoute, nous avons obtenu cela du FBI. Écoute, il est si facile de considérer le FBI comme une seule grande organisation. C'est vrai, mais c'est une organisation différente. Sous la direction de Kaj Patel, qui a toujours douté des événements du 6 janvier, et maintenant qu'il a accès aux soi-disant dossiers interdits et à d'autres preuves auxquelles le Congrès n'a jamais eu accès, nous commençons à voir que cette version ne tient pas la route. La version sur les bombes artisanales était simple. Elles ont été posées la veille. Les preuves provenaient de la police du Capitole,
qui les a transmises au FBI quelques jours après l'incident. Voici la vidéo. On voit ces personnes qui semblent placer une bombe près du siège du Parti démocrate. C'est ce que nous pensons. Ce gars en sweat noir et sac à dos, non? Oui? Oui, et il semble qu'il ait un téléphone à la main. Donc on peut se demander, eh bien, à quel point est-ce difficile de résoudre cette affaire. On dirait que c'est un téléphone. Mais ils n'ont toujours pas identifié cette personne ni trouvé de traçage téléphonique correspondant à ses actions sur la vidéo. Au cours des 6 derniers mois, certains membres du Congrès, dont Barry Loudermilk, président du sous-comité, se sont demandé si ce n'était pas une diversion. Fallait-il prêter attention à autre chose? Était-ce un exercice d'entraînement? Vous envisagez désormais des possibilités ignorées lors de l'analyse initiale quand tout paraissait clair et que le FBI nous présentait un modèle ordonné de leur version de l'histoire. Soudain, Kash Patel apporte de nouvelles informations, dont un rapport de laboratoire. Et le rapport de laboratoire indique que ces 2 bombes n'étaient probablement pas actives en M, donc elles n'auraient sans doute pas explosé avec les détonateurs installés. Ils disent, si elles avaient été bien assemblées, elles auraient explosé. Mais cela paraît faux. J'avais une des vidéos. Fred Whitehurst, l'un des plus grands experts en explosifs du FBI, est un lanceur d'alerte légendaire ayant dénoncé le FBI sous Clinton dans les années 90. Cela a entraîné d'importantes réformes au FBI. Ils falsifièrent et inventèrent la science. Fred a alerté, ce qui a permis au FBI de s'améliorer et d'adopter plusieurs réformes. Ils ont dû informer de nombreux accusés qu'ils avaient trompés. Donc, Fred est l'une des personnes les plus influentes de l'histoire de la science judiciaire, sans aucun doute dans l'histoire moderne. Il a vu cela et dit « Il y a beaucoup de problèmes dans ce rapport. Il est rédigé de manière à faire croire que ces bombes étaient dangereuses et terribles et qu'elles ont probablement été placées par de mauvaises personnes liées à Donald Trump. En approfondissant la science, rien n'indique qu'une de ces bombes allait exploser. Nos 2 éléments sont clés. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de poudre noire dans la bombe, qui aurait servi de charge propulsive pour faire exploser la bombe et projeter des matériaux dangereux et des éclats vers les gens. Et ensuite, si ces bombes avaient été installées 16 heures auparavant, le fabricant de la bombe n'avait qu'un minuteur d'1 heure. Si vous l'avez installé 16 heures, avant le minuteur démarrera après 1 heure. Que s'est-il passé? Donc, c'est le premier indice qui, je pense, a suscité des questions au sein de l'équipe interne de Kashpal Kasha Patel au FBI. Le Congrès et le public ont enquêté, puis un scandale a éclaté. À savoir qu'il y a eu un témoin qui a trouvé la bombe du comité national du Parti républicain, et ce témoin affirme qu'il n'y a aucune chance que la bombe ait été placée il y a 15 ou 16 heures, parce que je suis passé par là en faisant la lessive. La bombe était présente. J'ai mis mon linge dans la machine, puis en revenant, la bombe était toujours là. En m'approchant de la bombe, il restait 20 minutes au minuteur. Rien de tout cela ne correspond à la version de 15 heures que le FBI a longtemps présentée au public américain. Et d'ailleurs, ce récit vient de la police du Capitole, oui, à partir de l'enregistrement vidéo, donc il commence avec la police du Capitole. Et puis, il y a une deuxième étrangeté concernant cette femme. Elle doit aller voir le FBI et dire « Hé, vous ne voulez pas m'interroger? J'ai appelé il y a 5 jours et personne ne m'a encore contacté. » Elle doit supplier le FBI pour qu'il l'interroge vraiment. Maintenant, si vous traitez une affaire d'engins explosifs, par exemple celle du poseur de bombes du marathon de Boston, toute personne se trouvant dans un rayon d'1 million de kilomètres de ces bombes était interrogée. La femme qui a trouvé l'une des 2 bombes n'a pas été interrogée après 5 jours. Elle a dû appeler la ligne d'urgence. Je suis la femme qui a trouvé la bombe, mais personne ne veut me parler. C'est la deuxième étrangeté. Mensonge sur mensonge. Sur la bombe, il n'y avait que 60 minutes sur le cadran. On ne peut pas régler pour 6 heures ou 8 heures seulement pour 21 minutes, 10 minutes au maximum, 60 minutes. Et quand la femme a signalé la découverte, il restait 40 minutes. Donc, il y avait au maximum 20 minutes. Il pouvait être réglé il y a 1 ou 2 minutes, mais pas plus de 21 minutes auparavant. Elle est allée à la laverie, il n'y avait rien. En revenant, c'était déjà là. Je crois qu'elle a passé environ 1 demi-heure à la laverie. Donc, encore une fois, ce n'est pas qu'on l'a déposée 16 à 18 heures avant, comme on nous le raconte, mais 20 minutes avant la découverte. Si la découverte n'est pas un mensonge. Ensuite, il y avait peu d'explosifs, ils étaient emplacés dans ces charges, et lors de l'explosion, il y aurait eu beaucoup de bruit. De plus, il n'y aurait pas eu de dégâts particuliers, mais beaucoup de bruit. Et troisièmement, là a été dit qu'il y avait un expert, un certain expert, donc je ne sais pas. Il a dit qu'il y avait très peu de poudre, ou peut-être pas de poudre, mais la substance même, le matériau explosif. Et maintenant encore.
C'est la femme qui a découvert... Ah, en général. En réalité, il n'y a pas eu d'interrogatoire. Personne ne l'a interrogée. Non, c'est tout. Comment ça, il n'y en a pas? C'est-à-dire qu'elle a signalé, elle a été la première à voir, elle a dit qu'il restait là-bas 40 minutes, et c'est tout. Et après, il n'y a plus aucun interrogatoire d'elle. La troisième étrangeté, c'est que je pense que les gens auront besoin d'un certain temps pour y réfléchir. Parce que quand vous commencez à regarder ça, elle travaille dans une entreprise appelée FirstNet. Une femme a trouvé la bombe artisanale près du bâtiment du Comité national républicain. Le témoin a raison, la blanchisseuse l'a trouvée. Elle travaille pour le programme fédéral FirstNet. FirstNet, créé après le 11 septembre, permet aux forces de l'ordre et services d'urgence de prioriser leurs appels en cas de crise, les civils devant attendre. Lors du 11 septembre, de nombreux policiers ne pouvaient pas communiquer car les réseaux cellulaires étaient surchargés. Tout le monde vérifiait que ses proches allaient bien. Ce système fonctionne. Le ministère du Commerce y participe. Selon sa biographie, elle travaille au ministère du Commerce et pour FirstNet. Selon Laudermilk, elle travaille pour FirstNet. D'accord, intéressant. Elle travaille dans le réseau des premiers intervenants et déclenche la réaction initiale. Mais selon Barry Laudermilk et nos preuves, la situation devient plus étrange. Quel est ce tournant ? Eh bien, le FBI a essayé de trouver les relevés téléphoniques de ceux qui se trouvaient à proximité de l'endroit où se trouvaient ces deux bombes artisanales. On nous a dit pendant des années que les données étaient endommagées, perdues ou corrompues. Les données du téléphone, non, comme le géorepérage, les données de géolocalisation. D'accord. Les données de géolocalisation, donc les données de localisation qui auraient montré quel téléphone était à proximité, ont été endommagées lors du téléchargement. Et devinez quel programme ou entreprise a géré ce téléchargement endommagé. FirstNet agit pour AT&T. Nous ignorons pourquoi c'est ainsi. J'ai parlé avec certains experts en téléphonie qui disent que le scénario le plus probable était que AT&T possédait les données des téléphones. Ils ont vu les téléphones de membres des services d'urgence, de policiers et d'autres personnes travaillant dans les forces de l'ordre ou l'intervention d'urgence. Et ils ont envoyé cela à FirstNet pour s'assurer qu'avant de fournir les données, ils ne divulguent rien de confidentiel. C'est possible, mais c'est FirstNet qui télécharge ensuite les données lesquelles sont corrompues lors du téléchargement. Toutes les données du téléphone qui auraient pu révéler la présence de personnes près du lieu de la pose de la bombe artisanale sont perdues. À Washington, il existe rarement des correspondances parfaitement exactes. Et maintenant, Barry Laudermilk, que j'ai interviewé récemment, déclare « Je ne crois plus à cette version. Je doute que ces bombes aient été placées 15 heures avant. Il y a quelque chose de louche. Nous allons enquêter rapidement. » Pour Barry Laudermilk, comparé à l'an dernier, il a désormais un autre FBI. Il n'a plus le FBI avec les obstacles de Chris Wray. Il a le FBI de Kash Patel qui est vraiment, sincèrement intéressé. Que dit-il ? Sadamone, c'est très intéressant que, enfin, des gens soient arrivés au FBI qui veulent se comprendre et trouver la vérité. Mais les documents sont cachés ou détruits. Toutes les données des caméras de surveillance de cette zone ont été effacées. Vous vous rendez compte, vraiment ? Et à côté de... Il n'y a rien près du centre du Parti démocrate, du Parti républicain et des quartiers généraux. Comment ont-ils été effacés ? Pendant qu'ils les enlevaient, Voilà, ils les ont effacés. Encore un moment amusant. Il y a tellement de moments amusants. C'est l'organisation même où travaille la femme qui a découvert les bombes, qui les a effacées. Eh bien, ça commence vraiment à devenir une sorte d'asile de fous difficile et lourd. Tout ça. Elle travaille dans une organisation qui s'occupe de AT&T et d'autres, et qui, lorsqu'elle a téléchargé toutes ces informations des caméras, les a effacées. Et avant, ils ne l'avaient jamais effacées de leur vie. Les enregistrements des caméras de surveillance, des caméras de surveillance, des caméras de surveillance, Soumiya, doivent être conservés. Donc il est connu que de 80 à 100 personnes dans leur entourage, leurs assistants, avocats, partenaires, gardes du corps, c'est-à-dire des personnes proches d'eux. Ils mouraient en soit dans des circonstances étranges, soit se suicidaient. Certains avaient littéralement déclaré la veille qu'ils ne se suicideraient jamais, quelles que soient les circonstances. Les circonstances. Eh bien, vous savez comment ils s'appellent, alors bien sûr, ce sont Bill et Hillary. Et si Kenzin, par exemple, collaborait avec la mafia, alors les Clintoni semblent être à la tête de la mafia.
Ou alors une figure de proue dirigeait cette mafia et eux jouaient simplement un rôle comme d'autres. Bien que je pense que madame n'aurait pas accepté un tel rôle. Par exemple, Poutine en Russie. Nous ne savons pas s'il dirige lui-même ou non, mais il est au moins celui qui est à la tête de la mafia. Voilà ce Madou Oura au Venezuela. C'est la même chose. Infos A. Urgencies. La procureure générale Pam Bondi et le directeur du FBI Kash Patel auraient présenté au Congrès des documents révélant que la fondation Clinton recevait des dons de sources étrangères et nationales cherchant à obtenir de l'influence. Des responsables ont déclaré à Just the News que les documents remis récemment à la commission judiciaire du Sénat contiennent des détails sur plusieurs cas d'implication d'étrangers. Et même un citoyen américain, un entrepreneur de l'industrie de la défense, cherchant à gagner la faveur des Clinton par des dons à leur fondation familiale. Y compris lorsque Hillary Clinton occupait le poste de secrétaire d'État, Bill Clinton a été président des États-Unis de 1993 à 2001. Des responsables ont indiqué qu'une partie des preuves avait été signalée par des informateurs qui affirmaient que ces preuves avaient été dissimulées à l'enquête sur la corruption lancée en 2015 par le bureau du procureur des États-Unis à Little Rock, dans l'Arkansas, avant qu'elle ne soit close par le ministère de la Justice de l'administration Obama. D'accord, c'est sérieux. Il est possible que les Clinton fassent officiellement l'objet d'une enquête. Je continuerai à vous tenir informé. La culture de l'élimination des rivaux, des témoins et des concurrents n'a bien sûr pas été inventée par les Clinton. Eh bien, c'est clair, oui, mais ce sont eux qui l'ont développée précisément sur le sol américain et, comme on dit, portée à son apogée. L'histoire des syndicats américains, c'est celle de la mafia prenant le contrôle de l'industrie. L'arrivée d'Obama a permis, en 8 ans, de corrompre les forces de l'ordre, les transformant en tueurs à gages. Si auparavant la CIA pratiquait des assassinats et des coups d'État, disons, à l'étranger, alors avec Obama, donc une nouvelle génération est arrivée, prête à faire exactement la même chose, tout ce qu'on leur a appris, mais cette fois-ci chez eux. Voilà l'absence d'éducation dans les écoles. Eh bien, je ne parle pas de géographie ou d'arithmétique de base, je parle de quelque chose de crucial, ce qu'on appelle la pensée critique. Tout cela a fait de la jeunesse américaine, surtout de celle qui est éduquée. En fait, on les a formés plus longtemps, on leur a martelé la tête plus longtemps, on a encore plus chassé la pensée critique de leurs esprits. On a fait d'eux des mercenaires, pas des défenseurs de la patrie, parce qu'ils n'aiment pas défendre la patrie. Il n'y a rien à défendre ici, les principes ne leur plaisent pas. C'est pourquoi quand ils rejoignent toutes sortes d'organismes de force, ou la propagande, ou autre chose, eh bien, ils ne défendent pas la patrie, ils sont engagés pour accomplir certaines tâches qui ne sont pas toujours très honnêtes. Mais ils n'ont pas non plus de morale, on les a privés de cette morale, on leur a enlevé Dieu, on les a éloignés de la famille, on essaie aussi, pour ainsi dire, de détruire la famille. Autrement dit, donc, tu ne sers que toi-même, une idéologie où cherche à plaire à ton supérieur, et tout ira bien. Et voilà, le mercenaire, il y va. Et il va vers celui qui paye le plus, en général. Bon, il ne paie pas forcément avec de l'argent, ça peut être avec la gloire, une position, l'acceptation ou autre chose, etc., etc. Mais il paie ou il ne paie pas, il compense. S'il est bien récompensé, il te suivra. Demain, quelqu'un d'autre le récompensera peut-être mieux, et ce n'est pas forcément de l'argent. Alors il ira suivre quelqu'un d'autre avec des idées complètement opposées, comme le stalinisme, le maoïsme, le fascisme. Il suffit juste de l'appeler autrement parce qu'il ne veut pas que ça s'appelle fascisme. Donc il y a tout un département, si je comprends bien, dans les forces de l'ordre qui organise des provocations lors des manifestations au Capitole, casse les vitrines des magasins pour que des petits voleurs y entrent. On écarte les présidents des ghettos s'ils gênent leur patron et on utilise facilement des personnes transgenres là-bas pour éliminer, disons, des adversaires indésirables. Ce terroriste a en fait créé des conditions dans lesquelles des milliers d'Américains innocents et ordinaires qui sont allés au rassemblement près du Capitole des États-Unis qui a dégénéré en émeute se sont retrouvés avec leur vie détruite. Et si ce n'était pas pour la victoire aux élections de 2024 des milliers de mes compatriotes, membres de mon mouvement politique, le mouvement L'Amérique d'abord, se retrouveraient en prison, souffrant et peut-être même mourant en détention. Rien que pour avoir participé à un rassemblement. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé avec cette bombe artisanale, c'est que la personne qui l'a placée a installé des bombes artisanales. Selon votre culpabilité,
si vous y croyez. Comment régler le minuteur à 60 secondes la veille? Cela n'a aucun sens. Comment tout cela a-t-il été découvert? Toutes les beaux bombes ont été trouvées. Ce sont de vraies bombes, je ne sais pas, mais elles ont été découvertes juste avant que le rassemblement ne dégénère en émeute au Capitole, aux États-Unis. Au pire moment possible, détournant des ressources, blablabla. L'essentiel, c'est que c'est clairement une opération. D'accord. Je le crois fermement. Après avoir mené des milliers d'heures d'entretien avec des témoins, un officier de la police du Capitole, avec tout le monde, de Bungie aux agents du FBI qui ont été témoins et ont travaillé sur cette affaire. Comme ils ont tous participé, des membres du Congrès et des sénateurs ont été présents dans mon émission. Et c'est à cette conclusion que je suis arrivé que cet homme travaillait pour une opération fédérale afin d'essayer de créer un mécanisme de diversion et de tenter de présenter Make America Great Again comme une organisation terroriste. Je connais bien Make America Great Again, j'ai assisté à des milliers de rassemblements. Nous ne sommes pas des terroristes, mais ceux qui maintiennent ce pays uni. Et c'est quelque chose. Nous restons unis par des moyens pacifiques, par des débats, et nous nous organisons de manière pacifique. Ce n'est pas Make America Great Again. Benny Johnson pense pratiquement la même chose que moi, mais il ajoute que c'est aussi une tentative de rejeter la faute sur Make America Great Again. Ces explosions sont attribuées aux partisans de Trump. Je vous ai déjà dit qu'il y a, pour ainsi dire, une autre raison possible à l'organisation de ces explosions. Faire porter la responsabilité à quelqu'un, en l'occurrence à Make America Great Again. Il s'agit non seulement de détourner l'attention du Capitole et de la capitale, mais aussi, en lançant l'enquête, de montrer que des partisans de Trump sont responsables. Mais alors, pourquoi si peu de poudre? Je ne sais pas vraiment. Avec plus de poudre, ça aurait explosé et atterri ailleurs. Je croirais probablement davantage à la version des partisans de Trump, mais tout est possible, bien sûr, tout peut arriver. Je ne dis pas qu'on peut dire ça ou forcer les employés du gouvernement à penser d'abord à leurs obligations, puis à eux-mêmes. C'est presque impossible à faire. On ne peut pas forcer les gens à penser à leurs devoirs, puis à eux-mêmes. Mais ce qui est possible, c'est de les priver de leur pouvoir et peut-être de la possibilité d'améliorer leur vie gouvernementale à nos frais, tout en détériorant bien sûr la nôtre. Ils estiment que c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire... Ensuite, il doit y avoir 0, donc la soustraction de l'un par l'autre donne 0. C'est-à-dire, si eux en ont plus, alors toi, tu dois en avoir, en conséquence, moins. Est-il possible de changer cette situation? Oui, c'est possible. Tout ce qui ne contredit pas les lois de la nature est possible. Cela peut être refait. N'oubliez pas la petite cloche, s'il vous plaît. Et vous pouvez obtenir mon livre « Capitalisme sans teint » gratuitement en le téléchargeant depuis notre site web. Cliquez sur le lien dans la description et le livre sera téléchargé pour vous. Là où vous l'indiquerez, vous mettrez votre nom et c'est là qu'il vous sera envoyé. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est tout. Et il me semble que un développement intéressant vient de commencer qui, avec d'autres enquêtes, nous mènera à un tel ulcère, à une telle plaie, à un tel abcès que nous ne pouvions même plus l'imaginer. C'est-à-dire même dans nos pires cauchemars, dans nos rêves les plus terribles, nous ne pouvions pas l'imaginer. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine.